Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va pas mal. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. J'en suis vraiment désolé. Enfin, pour ceux qui savent, parce qu'ils habitent à la campagne ou qu'ils y vont de temps en temps, là, c'était vraiment la grosse saison au champ, au potager, tout ça. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire. Et puis voilà. Donc, me revoilà. Et je voulais vous parler, pas dans une seule vidéo, mais dans une série, euh, du devenir paysan. Non pas le fait de devenir soi-même paysan, mais de ce qui est à l'œuvre, des logiques qui sont à l'œuvre dans la notion, dans l'activité, dans le statut, dans la condition de paysan. Et dans ce que je vois en fait comme un moteur essentiel pour les perspectives qui s'offrent à nous, notamment individus radicalement décidés à vivre dans un monde post-fin du monde, à vivre quand même, quoi. Bon. Alors, comment ça m'est venu l'idée de cette série? Bon, d'abord, je déteste l'idée d'être en vacances. Moi, je veux bien me reposer, mais je ne suis pas vacant. Donc, il fallait faire quelque chose. Maintenant que, voilà, tout est en place et puis il n'y a plus qu'à récolter. Enfin, il n'y a plus qu'à. Deuxièmement, il y a eu tout un ensemble de choses, un café philo que j'anime qui va devenir un café paysan où j'ai parlé de ce sujet-là, des discussions avec des postes Sainte-Soline, avec des soutiens, enfin des réunions de soutien au soulèvement de la terre, tout ça. Des lectures récentes, notamment des articles, des livres, des interviews de Mathieu Young ou alors ce qu'a produit l'atelier paysan. Bon, j'ai vu un certain nombre de choses comme ça où je me suis dit, tiens, c'est en écho avec ce que je pense et ce que je raconte sur cette chaîne depuis longtemps. Je m'en nourris, pourquoi pas en faire quelque chose, ça serait intéressant. Et puis il y a un truc qui m'a gratté vraiment très fort en réfléchissant sur cette question de ce que c'est que devenir paysan. Euh, c'est le. Oui, puis j'ai aussi lu des histoires de la France rurale, j'ai aussi lu des bouquins de Duby. Bon, on s'organise. J'ai été frappé par cette espèce de binarité qu'on vit au quotidien, qu'il y a dans le mot paysan. Le mot paysan, et ça date du 19e siècle, c'est à la fois quelque chose qui est quasiment de l'ordre d'une insulte, euh, pour le bourgeois, pour le citadin, le paysan, c'est le gueux, c'est l'inculte. C'est marrant d'ailleurs, comme c'est paradoxal. On verra tout à l'heure qu'au 19e siècle, c'était littéralement le demeuré. C'est le demeuré, le paysan. C'est celui qui est demeuré là. Et puis en même temps, quand on habite à la campagne, il y a une espèce de fierté très importante sur la notion de paysan. N'importe qui se dit pas paysan. Moi, je ne dis pas que je suis paysan chercheur, je passerai pour un guignol, quelle que soit la taille de mes potagers. Euh, donc, voilà, ce qui m'intéressait au départ, pour être tout à fait sincère, c'est cette espèce de chiasme, d'éclatement entre une fierté et une insulte autour du même mot. Et donc ça, c'est le début de l'enquête. Et puis, en regardant un petit peu le littré, par exemple, les usages du mot paysan, notamment au 19e siècle, on s'aperçoit que ça devient, au début du 20e siècle notamment, un espèce de mots fourre-tout pour la bourgeoisie, qui est à la fois un lieu d'exaltation, de fantasme. Le paysan serait celui qui résiste à la révolution industrielle en restant incorruptible dans sa relation avec la nature, une espèce de relation très pure, immanente, immédiate, une espèce de nature fantasmée. Donc c'est l'espèce de dernier hoquet du romantisme qui imagine dans la figure du paysan une figure éthérée et pure en relation avec la nature. Et puis, à l'opposé du romantique, donc souvent dans la même famille, il y a l'idéologie du progrès qui voit dans le paysan l'arriéré, le demeuré, celui qui est resté là. Donc vous voyez, euh, je suis vraiment parti de discussions, de lectures, de- et puis d'une espèce de question bizarre sur qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à me situer vis-à-vis de ce mot qui est utilisé de manière très opposée dans le quotidien.
pour faire un petit travail qui va devenir une playlist dont je vais vous fournir un certain nombre de vidéos cet été, puis on continuera après. Voilà. Alors aujourd'hui, on va poser quelques enjeux autour de la notion de paysan. Euh, voilà. Alors ces éléments qui forment la base en quelque sorte de la série qu'on va faire, on va en donner quatre. Bon, d'abord, on ne peut pas comprendre la France. Et ceux qui ont lu la France de Traverse en ont déjà un aperçu. On ne peut pas comprendre la France sans comprendre la grande disparition. C'est-à-dire l'éradication de la condition paysanne. Alors je dis éradication, c'est peut-être un peu fort en ce sens que ça indiquerait une volonté d'éradication, mais cette volonté, même si elle était dispersée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un plan machiavélique, elle a existé, elle existe encore aujourd'hui. Et dites-vous simplement que la condition paysanne était, encore au milieu du XXe siècle, la condition sociale majoritaire. Et elle est devenue une condition infinitésimale, la condition exceptionnelle. Euh, la France était un pays de paysans. Il n'y en a quasiment plus. Voilà. Alors je mettrai en commentaire toutes les statistiques que vous pouvez vouloir sur le sujet. Par exemple, prenez le recensement, en 1906, il y a 43,8% des personnes qui vivent de la terre, 31% en 1954, jusqu'à quelques poulièmes aujourd'hui. Et voilà, c'est tout simplement la disparition, mais non pas d'une catégorie socio-professionnelle, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est la disparition d'une condition de vie. Une condition de vie dans laquelle, déjà, on n'est pas à disposition du marché. On travaille un outil de travail qui est relativement fixe, même si on peut le diviser, même si on peut le transformer, même si on peut changer le mode d'exploitation. Une terre est une terre et elle reste là. Euh, Bien souvent dans la condition paysanne, telle qu'on peut peut-être encore la définir aujourd'hui, même si c'est un champ politique très fort, à la FNSEA, on ne définit pas paysan comme on le définit à la Confédération paysanne par exemple. Confédération paysanne, on va définir un paysan comme quelqu'un qui travaille la terre en relation avec un terroir, avec une qualité spécifique d'être là, et avec une manière d'habiter là. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, premier point dont on va parler aujourd'hui, c'est l'éradication de la condition paysanne. Enfin, le premier truc dont on va parler aujourd'hui. C'est le point de départ. Il faut comprendre ça. Que tout ce que je vais décrire par la suite, par exemple le crime aux yeux de la mondialisation, le crime aux yeux des élites industrielles, aux yeux des élites, quoi, de l'administration française, le crime de rester là. Quand je vais parler de ça, quand je vais parler des conflits de souveraineté avec la paysannerie, quand je vais parler des conflits de dette avec la paysannerie, quand je vais bricoler autour de ça, le point toujours qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y avait du côté de la paysannerie, mettons, 2 siècles en arrière et jusqu'en gros à la Seconde Guerre mondiale, une condition majoritaire. C'était le français lambda, c'était ça. Bon. Euh, je fais quelque chose d'interdit dans les vidéos YouTube. Là, je bouge parce que j'ai mal aux jambes. Bon. Voilà. Donc, le premier truc important, c'est ça, l'éradication de la condition paysanne. Le deuxième truc important, c'est le crime d'être et de rester là. Il va falloir que vous compreniez que ce qui a ulcéré dans la condition paysanne les élites du 19e siècle et du 20e siècle, c'est cette espèce de propension insupportable des paysans d'être quelque part, de ne pas être immédiatement déplaçables, de ne pas être des atomes fluides dans les flux d'agents économiques et techniques. Et le pire, c'est que non seulement ils ne sont pas mobiles, mais encore, le paysan bricole. Il bricole avec ce qu'il a autour de lui. On pourrait dire qu'il cesse d'être paysan quand il est dans un niveau de dépendance totale par rapport au marché, par rapport aux vendeurs de technologie, aux vendeurs de machines. Ce que raconte l'atelier paysan là-dessus sur la libération, libérer la terre des machines est très intéressant. C'est-à-dire que on change littéralement de condition à mesure que
on passe d'un ensemble de dépendances choisies à l'échelle locale à le fait de se livrer totalement, corps et âme, à un système d'interdépendance internationale. Il me semble presque faux de dire qu'un un agriculteur voilà, qui travaille vraiment dans l'agro-industrie, je ne sais pas, un énorme exploitant de champs de betteraves dans l'Aube pouilleuse, est dépendant de tel ou tel système. Non, il n'est pas dépendant. En fait, il est lui-même une dépendance d'un système beaucoup plus large que lui. Mais à partir du moment où il ne produit pas les semis, pas les machines avec lesquelles il exploite ses terres, pas les intrants sans lesquels ces terres ne donnent plus rien, pas les dispositifs sans lesquels ces terres ne peuvent pas conserver assez l'eau, donc des systèmes d'irrigation, etc. Euh, Sans les logiciels, sans les drones avec lesquels il va surveiller. Bref, en réalité, il est une toute petite partie d'un process industriel euh, dont lui n'est qu'une partie, il n'est plus le centre, il n'est plus le cœur avec des dépendances. Il est simplement une étape d'un système de production. Bien. Alors, voilà, double crime d'être et de rester là, c'est à la fois l'attachement à un sol, d'un côté, et de l'autre, le fait de bricoler avec ce qui est là. Voilà. Donc on va garder ça en tête. L'éradication de la condition paysanne, le crime d'être et de rester là, le conflit de souveraineté, j'en parlerai tout à l'heure, le conflit de dette. Voilà, 4 trucs vraiment importants. L'éradication de la condition paysanne, le crime d'être et de rester là, les conflits de souveraineté et les conflits de dette. Bon, on reprend. On commence par la disparition. Voilà. Euh, il est parfois difficile de suivre les changements que les instituts nationaux, au premier rang desquels l'INSEE et l'INED, vont classer ce qui est rural et ce qui ne l'est pas. Selon qu'on change les indicateurs, on va voir un exode rural qui se termine au milieu des années 70, ou au contraire qui continue. En gros, selon les zones qu'on considère comme rurales ou non, on verra un exode rural prendre un terme plus ou moins tôt. La réalité, c'est que les campagnes françaises continuent de se dépeupler. Et cet exode rural va avec, par ailleurs, alors ça pour le coup c'est continu jusqu'à aujourd'hui, la diminution de la population agricole, c'est-à-dire la diminution de la population de cultivateurs et de cultivatrices, l'ensemble des gens qui travaillent immédiatement la terre ou qui vivent immédiatement de l'élevage. Alors, je vais vous le dire autrement, et pour ceux que ça intéresse, allez voir les chiffres en note, l'exode rural n'est pas fini. Le process démographique d'évidement des campagnes ne s'arrête pas. C'est aussi simple que ça. Et quand bien même on pourrait considérer certaines zones périurbaines comme des zones rurales et que par conséquent l'exode de population de campagne vers des métropoles dans des zones suffisamment peu peuplées pour qu'on les appelle encore des zones rurales ne doit pas faire illusion. La réalité démographique française, c'est que la campagne se dépeuple et en sus de cela, la population agricole baisse. Alors sur le dernier point, personne ne viendra contester, c'est une évidence statistique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que les populations qui habitaient d'une certaine manière le pays, en tant qu'étendue, en tant que matérialité, le quittent, tout simplement. Et qu'on se retrouve schématiquement avec un pays qui ressemble de plus en plus à une espèce de toile d'araignée, c'est-à-dire, alors moi je dis une forme réticulaire, une forme en réseau, mais il paraît que c'est pas clair. Donc c'est tout simplement des points forts, des points urbains, reliés entre eux par des chemins d'ailleurs de plus en plus fins et dans lesquels il y a une circulation de plus en plus intense de biens, de marchandises, de personnes, quand les personnes ne sont pas immédiatement des marchandises. Et puis autour, du vide. Voilà, du vide. Littéralement. Bon. Alors,
ça, c'est quelque chose dont on peut facilement faire l'expérience quand vous y habitez, vous le savez. Vous savez que les écoles ferment, vous savez que les hôpitaux ferment, vous savez que les services ferment, vous savez aussi que des logements habités par des personnes à l'année sont transformés en résidences secondaires. Vous voyez bien à quel point, dans un premier temps, telle ou telle activité manque de bras avant de s'éteindre, avant de se fermer, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les gens de la campagne connaissent. Euh, mais plus simplement, quand vous vous promenez en France, dans la campagne, dans les petites villes, dans les petits villages ruraux, regardez le nombre de commerces fermés, le nombre de maisons vides, le nombre de maisons peu peuplées, le peu de civilité qu'il peut y avoir, les gens qui se mettent à travailler extrêmement loin de chez eux, n'ont plus de café pour se parler, n'ont plus de bistrot, non plus de lieux où parler politique, non plus de lieux où se rencontrer, tout simplement, en fait, vivant dans des espaces incroyablement vides. C'est pas parce que c'est la campagne a pu être extraordinairement remplie, avant l'exode rural. Mais après ce grand départ, après cet énorme départ, après cet énorme évidement de la matérialité du pays pour rejoindre les tout petits points de réseau où on grouille, eh bien, il n'y a plus nulle part, par exemple, pour faire la première chose que les humains font ensemble quand ils sont nombreux, faire culture. Or, il y a une énorme différence entre la capacité de faire culture quand on est à l'extérieur de la ville, qu'on bricole son quotidien, qu'on bricole dans une interaction la possibilité de produire, de vivre, de bien vivre, etc. Et puis, la manière dont on vit quand on est dans les grands centres urbains, dans les grandes mégalopoles, en gros, faire culture entre le RER, la télévision et le travail d'exploitation pour gagner de quoi payer son loyer exorbitant en centre-ville, c'est difficile. Tandis que quand on est en train de bricoler sa manière de vivre, quand bien même c'est au prix d'un travail harassant dans une campagne, par le fait, en étant à l'origine de l'organisation du travail, en étant à l'origine de la célébration du travail, en étant à l'origine des rites, des coutumes, des rites de passage, on fait culture à ce moment-là. Vous voyez? Et donc, en vidant le pays, on a aussi vidé d'immenses possibilités de faire culture, de faire langue. J'allais dire de faire souche, mais c'est un autre débat. On en parlera dans une autre vidéo, pourquoi pas. Parce que la vieille expression, c'est pas être de souche, c'est faire souche et faire feu. Et donc, on rira beaucoup des gens qui ont une espèce de maxime un peu délirante autour de je suis de souche. Bon, enfin, peu importe. Revenons à nos moutons. La première certitude sensible qu'on doit avoir en traversant le pays et en pensant à ce qu'on peut en faire, si on souhaite ne pas nier la réalité matérielle, temporelle, spatiale du pays, c'est son évidement. Nous avons affaire à un pays récemment évidé. Voilà. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Nous avons affaire à un pays récemment évidé. Bon, alors, ouais, j'avais prévu de vous faire l'étymologie, pagus, pays, qu'est-ce que c'est qu'un pays, ça me paraît un peu ennuyeux. On fera peut-être une vidéo là-dessus. On va se limiter aux 4 points aujourd'hui. Second mouvement, et qui peut-être répond un petit peu à des questions que légitimement beaucoup se posent, comme par exemple comment ça se fait que l'État a cogné si fort à Sainte-Soline, comment ça se fait que l'État a cogné si fort à Notre-Dame-des-Landes. Bien, pour moi, ce ne soit pas du tout la même chose, l'un ayant trait au rapport au rester là sur la Terre et l'autre ayant trait à la propriété privée de l'eau. Voilà. Mais enfin, pourquoi est-ce que l'État cogne si fort lors d'événements pareils? Qu'est-ce qui lui prend? Pour moi, il faut bien voir que dans ce jeu entre l'insulte et le mot valorisant, euh, dans ce jeu qui a au cœur de la notion de paysan, il y a en quelque sorte l'ennemi juré de la mondialisation, il y a l'ennemi juré du process d'industrialisation, il y a l'ennemi juré de la mise en administration du pays. Et qu'est-ce que c'est que cet ennemi juré? C'est le paysan, parce que le paysan, c'est celui qui reste là. Et l'insulte à la fin du 19e siècle en France, quand on parle du paysan en voulant insulter quelqu'un, est très très parlante. Qu'est-ce que c'est qu'un paysan? C'est quelqu'un qui n'est pas sorti de chez lui.
dans les mots insultants à la fin du 19e, au début du 20e siècle, euh, insulter quelqu'un en lui disant qu'il est un paysan, c'est lui dire tu es un demeuré, tu es demeuré là, tu n'as pas bougé de chez toi, tu n'as pas voyagé, voilà, tu n'as pas voyagé, tu n'es pas rentré dans le grand flux des biens et des marchandises. Bien. Or, c'est exactement le contraire de ce dont le tube, de ce dont le process d'industrialisation et de mondialisation du pays a besoin. Littéralement, des individus qui choisissent de rester là et de bricoler à l'échelle de la fréquentation les conditions de leur prospérité, c'est absolument antinomique du process de mondialisation et d'industrialisation au départ. Bien. Donc, le point de tension, si vous voulez, c'est qu'on a d'un côté un espèce d'imaginaire très fort d'illimitation de l'action, d'illimitation de la volonté, de transformation, de changement, au nom du profit, au nom du progrès, au nom de la rapidité, au nom de la technique, etc., qui, d'une certaine manière, tout naturellement, trouve son ennemi, son opposé, son passé, son opposé dans la condition paysanne. Et dans une condition paysanne largement fantasmée, les paysans étaient mobiles, dans une condition largement fantasmée pendant des siècles et des siècles, ils ont été, pour un très grand nombre d'entre eux, dans une situation servile. Donc c'est pas du tout le... Mais ce qu'on a fantasmé à ce moment-là, et ce qui se traduit dans l'insulte, c'est la haine de... Et là, on peut reprendre la définition de la Confédération paysanne, ceux qui ont une activité autonome agricole en lien avec un terroir, et l'ensemble des personnes qui ont des métiers autour, connexes, qui permettent une condition de vie, de vie villageoise, pardonnez-moi, en d'autres termes, toute la communauté paysanne. Tout cet ensemble de personnes interdépendantes, qui discutent, qui composent, qui bricolent avec ce qui est là, les conditions de leur prospérité. En gros, on a des petits modèles symbiotiques, je ne dis pas que c'est le paradis, je dis on a des petits modèles symbiotiques qui sont insupportables. Alors quand je dis insupportable, c'est pas pour tout le monde, c'est insupportable pour l'État, insupportable pour le système bancaire, insupportable pour les entreprises du complexe agro-industriel. Donc c'est, sans même d'ailleurs qu'il y ait nécessairement eu dès le départ des résistances, bien qu'il y ait eu dès le départ des résistances du milieu agricole, c'est dans le fond le point d'opposition, c'est le point d'opposition naturel à la forme d'acosmisme que se propose c'est-à-dire une négation du monde comme matérialité. L'opposé naturel de la négation du monde comme matérialité, c'est l'acceptation du monde comme matérialité, l'acceptation de la durée, l'acceptation de la matière, de la distance. Euh, et le fait de faire avec un terroir, c'est-à-dire faire avec la qualité d'une terre, faire avec son histoire, faire avec ses ressources en eau, faire avec le type de bois qui pousse à cet endroit-là, faire avec, littéralement. Donc d'une certaine manière, euh, la condition paysanne amène à manquer d'enthousiasme par rapport à la mondialisation, c'est-à-dire par rapport à une perspective qui vous demande tout simplement de faire abstraction du monde comme distance, comme matérialité, faire abstraction du monde comme limite. Il n'y a pas de limite, ben si, il y a des limites, et la condition paysanne, c'est justement la reconnaissance de ces limites. La reconnaissance, mais l'apprivoisement aussi de ces limites. Et l'apprivoisement collectif qui déjà fait une politique locale d'apprivoisement. Alors justement, à ce sujet-là, on pourrait dire qu'il y a, c'était mon troisième point, presque depuis toujours, un conflit de souveraineté entre des paysans d'une part, paysandes aussi, en ancien français on ne dirait pas paysanne, on dirait paysande. Donc conflit de souveraineté à quel titre? Bon, ben, d'abord,
il y a des... C'est tout simple en fait. On va définir la souveraineté d'un côté comme une capacité à être à l'origine des conditions de sa vie, à être à l'origine de l'organisation du travail, à être à l'origine de sa culture, à être à l'origine de ce qu'on mange, à être à l'origine de son rapport au temps, aux saisons, à la production, etc., etc., à l'organisation du marché et de l'échange des biens. Donc c'est vraiment ça dont il est question. Et à ce moment-là, on voit une opposition entre un État centralisateur qui veut pouvoir contrôler la production, qui veut pouvoir être à l'origine de la circulation des biens, à l'origine de l'organisation dans le temps de la production et de la sécurisation pour lui des flux des marchandises, etc. Donc vous voyez, il y a cette espèce de conflit entre un bricolage à l'échelle locale et une organisation rationnelle à l'échelle nationale. Alors j'oppose d'ailleurs volontairement bricolage à organisation rationnelle, bricolage à administration, bricolage dans une discussion, dans une négociation entre ceux qui sont là, bon, voilà, le terroir, les arbres, les animaux, les gens, et puis rationalisation à partir d'un centre administratif de la production à l'échelle nationale. Donc vous voyez, il y a un conflit de souveraineté là-dessus. Euh, alors, ce conflit de souveraineté, moi je le vois de deux manières. Alors, il peut se manifester par exemple lorsque des paysans disent ben, on veut résister à tel ou tel mode de production, on veut résister aux OGM, on veut résister à la mondialisation, on va faire des actions de fauchage des OGM, on va résister au remembrement, on va faire des actions pour faire la promotion de la slow food en opposition à la fast food, etc. Donc on va à ce moment-là dire, vous n'avez pas le droit de venir à ce point transformer nos vies. Nous devons rester souverains sur l'organisation d'une partie de nos vies et voilà ce qui en fait partie. Et puis, il y a aussi une concurrence beaucoup plus symbolique entre une souveraineté bricolée à l'échelle locale et une souveraineté qui prétend pour elle-même en quelque sorte être rationnelle, raisonnable, sans alternative sur du côté de la science, du côté du propre, du côté de l'hygiène. Donc on a vraiment cette espèce d'opposition entre l'impur et le pur, le bricolé et le rationnel. Euh, donc là où d'un côté quelque chose est valide parce qu'il est raptassé, parce qu'il est ancré dans le territoire, parce qu'il est spécifique, parce qu'il est singulier, de l'autre, il est vraiment raptassé, quoi, bricolé. De l'autre côté, quelque chose sera légitime parce qu'au contraire, il est universel, propre, sans discussion, fluide, en mode sans échec. Bon. Ah, mais je m'aperçois que la vidéo approche de la demi-heure, il faut que j'accélère un petit peu. Alors, on ne peut pas parler de ce conflit de souveraineté entre monde paysan et monde de la mondialisation, euh, mais on pourrait approfondir sans cesse. Hein, est-ce que j'utilise des semences paysannes ou est-ce que j'utilise des semences hybrides produites par des méga systèmes, etc. Est-ce que je vends à l'échelle locale? Est-ce que je suis en concurrence avec des produits qui viennent du monde entier, avec tout un système, un macrosystème technique pour permettre cette concurrence contre moi? Est-ce que, je sais pas moi, j'ai accès à l'eau ou est-ce qu'au contraire l'eau est contrôlée dans un système de répartition qui favorise tel ou tel type de production? Est-ce que j'ai contre moi la banque et la finance? Quelle est la modalité d'acquisition de la terre? Enfin, voilà. Euh, mais on va pas rentrer dans tout le détail, on y reviendra sûrement dans d'autres vidéos. Mais après avoir parlé voilà, de l'éradication des paysans, dans un premier temps, quasi-éradication, puis du rapport à l'acosmisme, du crime originel, du fait de rester là, et du conflit de souveraineté, je voudrais terminer en amenant ce conflit de souveraineté vers un autre conflit qui est un conflit de dette. Vous voyez,
dans le fond, qu'est-ce que produit primordialement le travail du réseau des villes? Le travail du réseau des villes produit fondamentalement, comme produit suprême, le système d'échange monétaire. Le système d'échange monétaire, c'est-à-dire quasiment une virtualisation des échanges. On transforme, parce que c'est ça l'argent finalement, toute la valeur des biens échangés en information, en chiffres, chiffres dans lesquels on peut mettre une tonne de patates, une tonne de voitures, une tonne de je sais pas quoi, de manière interchangeable en une fraction de seconde sur la totalité de la surface du globe. Donc, voilà, j'allais dire le réseau interbancaire, ce que primordialement le réseau des villes produit, ce que le réseau interurbain produit, c'est de l'argent. Chaque centre urbain produit de l'argent. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez évidemment lu euh, le travail sur la dette formidable de cet anthropologue. Pourquoi son nom m'échappe d'un seul coup? Exprès. Bon, attends, là. David Graeber, évidemment, qui est bête. Donc voilà, l'argent, c'est le premier produit du réseau interurbain, si on veut bien. Et ce que produit le monde paysan, ce que produisent les communautés paysannes, c'est l'ensemble des choses dont on a besoin pour vivre. Voilà. C'est de l'eau, du bois, des aliments, des céréales, de la viande, du lait, des œufs, tout ce que vous voulez, de la crème. Bref, c'est la nourriture. Et puis, pour une bonne partie, c'est aussi ce dont on a besoin pour bâtir, ce dont on a besoin, en tout cas originellement, c'est bien ça dont on parle. Et voilà, arrive la question cruciale, pourquoi cette relation est-elle aussi asymétrique? Pourquoi est-ce que alors que ces deux types de souveraineté produisent deux types de biens incommensurables les uns aux autres, on pourrait très bien se passer d'argent, il est impossible de se passer de nourriture, comment se fait-il que le pouvoir soit toujours du côté de l'argent? Bon, d'abord, et ça David Graeber l'expliquerait mieux que moi, il faut une position de pouvoir et une position d'État centralisé pour produire de la monnaie et créer immédiatement de la dette vis-à-vis de ça. Mais plus important, il existe un monopole de la production de l'argent alors qu'il n'existe aucun monopole de production de la nourriture. C'est-à-dire que vous pouvez sans problème, lorsque vous êtes un producteur d'argent, dire, eh bien si vous ne voulez pas me vendre vos produits, je vais en acheter ailleurs. Voilà. Mon argent sera utilisable ailleurs. Il me semble que l'essentiel de la réponse est là, c'est que alors que tout paysan, toute communauté paysanne peut produire des biens dont la ville a besoin, et de ce fait peuvent être mis en concurrence, en revanche, les États s'assurent mutuellement un monopole de la production du bien fondamental qu'est l'argent, et à partir de là, dès lors qu'ils ont la production de la monnaie, ils créent immédiatement de la dette, ils créent immédiatement du besoin. En tout cas, ils créent une vassalité. Et quand on parle de vassalité aujourd'hui, en ce qui concerne l'activité paysanne, ça paraît évident. La vassalité, c'est que les paysans subissent la production de normes, la production du cadre politique et économique, la production de normes hygiéniques, l'organisation de la circulation des biens, l'organisation des modes de paiement. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation dans laquelle les marges de liberté pour faire de son activité agricole un gagne-pain deviennent comment dire, d'abord un enjeu administratif et technique, avant d'être un enjeu commercial dont les enjeux sont définis par d'autres. Donc littéralement, on ne peut en aucun cas, en aucune manière, être à l'origine du cadre. On peut s'immiscer dans des petites brèches, on peut se trouver des petites niches de survie, mais le cadre administratif, le cadre économique, le cadre technique, le cadre hygiénique est imposé. Et il est imposé depuis Paris, depuis Bruxelles, peu importe d'ailleurs que ce soit Paris, Bruxelles, Francfort, etc. Il est imposé depuis les centres névralgiques.
il est imposé depuis ce pays qui est en quelque sorte hors du pays. Il n'est pas hors du pays parce que géographiquement il serait ailleurs, il est hors du pays en ce sens qu'il ne se situe pas dans sa matérialité. Ce sont des nœuds constitués par une intensification de flux économiques et techniques. Euh, si vous voulez, on pourrait presque les faire exister dans le cloud. Alors on pourrait mettre Paris, Francfort et Bruxelles en tant qu'ils sont des lieux de production de normes dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout besoin d'être des sommes de petits villages charmants et d'attractions touristiques pour être ce qu'ils sont. Ils sont tout simplement des nœuds de commandement à l'intérieur de macrosystèmes techniques qui ne diffusent pas tellement dans le pays, mais qui en revanche diffusent à l'intérieur d'un réseau. Bon, ben voilà. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce qui s'oppose le mieux à ce que j'ai appelé dans une autre série de vidéos le monde post-fin du monde, en tout cas les raisons pour lesquelles nous sommes devenus incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs, les causes anthropologiques profondes du fait que nous n'arrêterons pas de réchauffer le climat, nous n'arrêterons pas de détruire la planète et nous n'arrêterons pas de détruire la biodiversité. Ce qui s'oppose le mieux à cette dynamique-là, même si c'est infinitésimal aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la logique paysanne ou le devenir paysan, c'est-à-dire la pratique dont le moteur est la production d'une souveraineté symbiotique bricolée à l'échelle de la fréquentation. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, la seule chose qui résiste actuellement, réellement, profondément, à ce qui nous tue, à ce qui détruit, ce qui est autour de nous sur la Terre, dans le fond, c'est une logique qu'on retrouve par exemple dans la définition de ce que c'est qu'une identité paysanne pour la Confédération paysanne, c'est-à-dire le fait d'être là à plusieurs et de travailler un terroir dans le cadre d'une activité agricole et des métiers afférents. Voilà. Ce qui résiste le mieux, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un travail qui s'inscrit dans un lieu, qui s'inscrit dans des lieux, par conséquent qui s'inscrit dans des distances, par conséquent qui s'inscrit dans des temps qu'il faut prendre pour aller d'un lieu à un autre lieu, avec les problématiques, les caractéristiques, les singularités du lieu, qu'on respecte, allant de ce qui pousse là, la qualité de la terre, la qualité du climat local, de la culture locale, des gens, etc. etc. Je reprends ma formule, je vais appeler devenir paysan une pratique dont le moteur est la production d'une souveraineté symbiotique bricolée à l'échelle de la fréquentation. Bon, ben, il me semble que c'est, dans le fond, le point de résistance presque géométrique, presque symétrique, quoi. C'est ce qui s'oppose le plus totalement au fait de participer ce qu'on peut appeler la mondialisation, mais ce qu'on peut appeler tout simplement aussi la catastrophe. Participer à la catastrophe, c'est-à-dire participer à la négation du monde comme limite, participer à la négation de la distance, participer à la négation du temps. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Faut que je me réchauffe un peu là parce que j'ai plus du tout l'habitude. Vous retrouvez mes prises de vue approximatives, mes prises de son insupportables, les lumières bizarres, enfin vous êtes comme à la maison, n'est-ce pas? Et puis le, bah, je vais essayer de faire un nouveau format, peut-être plus proche de ce qu'on pourrait mettre sous la rubrique podcast de YouTube. Voilà, donc une nouvelle série qui va arriver tranquillement pendant l'été et jusqu'à la rentrée. J'espère qu'après avoir amorcé la pompe, ça passera mieux. Et ben, sur ce, je vous dis salut tes joies, et puis à bientôt, tchou.